politique de la misère, misère de la politique. Les sans-papiers de Saint-Gilles. Nous voudrions donner ici les pièces d'un dossier, d'un événement, ou plutôt d'une suite d'événements qui se sont passés au mois d'avril et au mois de mai 2006. Dans un premier temps, 2 interviews seront reprises. La première ayant été réalisée par Manos et Mathieu, qui sont 2 journalistes du Centre de médias alternatifs de Bruxelles. Interview réalisée le 11 mai 2006. Cette interview a été mise sur la toile 2 jours plus tard. Elle est consultable sur le site du CEMAB, donc sur Internet, et a été également diffusée sur Radio Centrale 106.7 MHz le 13 mai 2006. Voici donc l'interview présentée le 11 mai 2006. Donc, je m'appelle Jean-Michel Dufay, je suis professeur d'histoire dans l'enseignement supérieur et plus particulièrement au département pédagogique à la Haute École Paul-Henri Spaak, où je forme de futurs instituteurs et institutrices et d'autre part des régents en sciences humaines, donc ils devront enseigner l'histoire dans l'enseignement secondaire inférieur. Pour le reste, j'ai une carrière de chercheur, d'assistant, et j'ai publié des articles dans 2 domaines en particulier, la philosophie de l'histoire et l'histoire de la psychanalyse. Et donc j'ai écrit un certain nombre de publications dans ce domaine-là, j'ai donné des conférences dans ce domaine-là, et j'ai co-dirigé 2 ouvrages, le premier avec Chantal Grel, qui est une historienne française, donc professeure à l'Université de Versailles, en France, et qui s'intitule « Concepts et pratiques de l'histoire en Europe 16e-18e siècle », apparu aux presses de l'Université de Paris-Sorbonne en 1990. Et récemment, fin 2005, j'ai co-dirigé avec Paul Defosse, qui était professeur, lui, à l'Université de Bruxelles, un dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, publié aux éditions Luc Pire. Pour le reste, j'ai des activités syndicales et dans d'autres, associations humanistes ou humanitaires. J'ai reçu un dimanche après-midi une lettre d'une voisine, une lettre dactylographiée, qui informait qu'à proximité de notre quartier, ou dans notre quartier plus précisément, il y avait des sans-papiers. Au 21 avenue Paul de Jard, donc à Saint-Gilles, c'est la rue qui descend entre la maison communale et qui va vers la barrière de Saint-Gilles où se trouve la porteuse d'eau. Tout de suite, je me suis senti interpellé. 1 heure après, je me suis rendu sur les lieux pour voir de quoi il s'agissait. J'ignorais tout à fait ce qui se passait à ce moment-là. Je suis venu, j'étais avec mes 2 filles, c'était très dérisoire à ce moment-là parce qu'on ne se rendait pas compte de la gravité de la situation. On est venu avec un bouquet de fleurs, ce qui paraît tout à fait dérisoire, bien entendu, dans un premier temps. Et puis j'ai discuté avec eux, je leur ai dit que je n'étais ni avocat ni médecin et que je ne voyais pas très bien comment je pourrais les aider. J'ai dit que mes compétences étaient très limitées, que j'étais professeur d'histoire. Et à ce moment-là, ils m'ont dit « Ah, mais est-ce que vous pourriez nous donner cours d'histoire ? De quoi voudriez-vous que je vous parle ?» Et ils m'ont répondu, donc nous souhaitons, nous aimerions bien que vous nous parliez de la Belgique. Et moi, bien volontiers, je leur ai dit, je viendrai tous les jours, pendant 1 heure, 1 heure et demie, vous expliquer l'histoire de Belgique. Ça m'a fait, un effet très positif, parce que je l'ai vécu comme une volonté d'intégration dans notre pays, et je leur ai effectivement donné cours pendant 1 semaine et demie sur l'histoire de Belgique. Après ce délai, après cette semaine et demie, cette dizaine de jours, je me suis dit que ça pourrait peut-être, même si ça paraissait très, très dérisoire, je leur ai donné un certificat, une attestation, comme quoi chacun avait suivi de manière assidue et régulière mon cours, que des questions avaient été posées qui montraient l'intérêt donc pour l'histoire de notre culture, de notre organisation sociale et du fonctionnement de nos institutions. Et j'ai précisé cette attestation que le cours avait été donné en français et que
le type de questions qui m'étaient posées prouvait qu'il n'y avait pas de difficulté de compréhension à l'audition. Donc j'ai fait cette attestation qui pour moi était un élément qui éventuellement pouvait rentrer dans leur dossier, en ne me faisant pas trop d'illusions. Voilà, alors moi je les ai donc fréquentés pendant plus de 3 semaines, ce sont devenus des amis. Ils étaient à, on m'a dit 19, mais moi je n'en ai jamais vu que 17. 17, on m'a dit qu'il y avait 15 Algériens, 3 Mauritaniens et 1 Marocain. Donc c'était essentiellement des Algériens. Après 15 jours, 3 semaines, je ne peux plus vous dire exactement, ça devait être au 20e jour, les 3 Mauritaniens ont été embarqués vers l'hôpital Molière, donc à Forêt, parce qu'il y avait un doute quant à un risque de tuberculose. J'ai été les visiter sur place, donc à plusieurs reprises. Alors ce que moi j'ai fait concrètement pendant toute cette période, outre ces cours d'histoire, j'ai récolté de l'argent, parce que le médecin, qui est vraiment quelqu'un de très bien, Michel Roland, qui les a suivis et qui continue à les suivre pendant leur grève de la faim, pendant les 3 premières semaines ne bénéficiait pas encore du service d'aide médicale urgent, qui n'était demandé qu'après 3 semaines et qui était accordé par la présidente du CPAS. Et donc les 3 premières semaines, il a payé de sa poche tous les médicaments. Donc non seulement à côté de ses prestations bénévoles, il payait les médicaments. Et donc j'ai récolté de l'argent. Donc je lui ai donné à lui de l'argent. J'ai donné également, c'était plutôt de l'argent que j'avais collecté, que les choses soient claires. L'argent a servi aussi, en partie, tant qu'ils étaient en grève de la faim et sur ces lieux-là, pour contribuer à l'allocation du local. Voilà. Alors, outre cela, comme il n'y avait pas de douche dans ce local, il y avait quand même des sanitaires et un lavabo, mais il n'y avait pas de douche. J'en ai pris quelques-uns comme ça, de temps en temps, à venir prendre des douches à mon domicile pour que, ils se sentent bien, même, parce que, ça a des conséquences psychologiques, évidemment, quand on ne se lave pas après un certain temps. Et puis, d'autre part, ça m'est arrivé plusieurs fois de les conduire soit à l'hôpital, soit chez le médecin, quand il s'avérait que certains ne se sentaient pas bien du tout. Voilà, c'est ce que j'ai fait concrètement, donc pendant ces 3 semaines. Et puis, alors, j'en arrive à la fameuse soirée du mercredi 3 mai, Alors, comme tous les jours, je vais leur rendre visite. J'ai terminé mes cours à la Haute École Paul-Henri Spaak où j'enseigne, donc c'est le département pédagogique à Nivelles. J'avais cours ce jour-là jusqu'à 19h30, donc je suis arrivé vers 20h15, donc avenue Paul de Jars, à Saint-Gilles. Et là, je vois 2 ambulances. Je me doute qu'il se passe quelque chose. Dans les 2 heures qui suivent, effectivement, il y a beaucoup d'animation. Il y a des policiers qui arrivent sur les lieux, des policiers en uniforme, que je suppose être des policiers communaux, la police locale, et d'autre part, ce que j'ai appris par la suite être des policiers également, fédéraux cette fois, qui eux étaient en civil et sans brassard. On est prêt à embarquer les sans-papiers, sous prétexte qu'il y aurait donc des cas de tuberculose sur les lieux. Dans le couloir qui se situe entre la porte d'entrée à front de rue et la porte d'entrée du local où se trouvent les sans-papiers, donc au rez-de-chaussée, je suis interviewé par des journalistes de la RTBF Radio qui m'interrogent sur ma présence sur ces lieux. Je dis que je suis là pour des raisons humanitaires et j'explique entre autres ce que j'ai fait. Je rentre ensuite dans le local lui-même où se trouvent les sans-papiers. Je vois différents policiers qui sont en train d'inspecter les lieux afin de savoir comment on va procéder à l'expulsion, à l'embarquement. Les sans-papiers, à ce moment-là, m'appellent, ils disent « Jean-Michel, reste avec nous, on n'a confiance qu'en toi, aide-nous ». Je demande donc aux policiers présents de pouvoir être présents et témoins de ce qui allait se passer, puisque je pressentais évidemment que ça n'allait pas se faire de manière très sympathique. Celui qui s'est avéré être un commissaire, parce que je lui ai posé la question, je lui ai demandé « Mais qui êtes-vous pour vous adresser à moi comme ça ?» Il n'y avait pas donc ni brassard, il était en civil. Il me dit « Je suis commissaire ». Il semblerait que ce soit un commissaire divisionnaire dont j'ignore le nom. Et donc, je lui dis, vous avez bien entendu, ils souhaitent que je sois présent et c'est à leur demande. Je dis, je souhaite rester présent. Il me dit à ce moment-là, sortez. Je dis, mais non, je souhaite rester présent. Et donc, il donne l'ordre à ses hommes, l'ordre suivant, embarquez-le. Alors, j'ai été embarqué de manière musclée
par 2 policiers et le commissaire lui-même, qui lui m'a relâché, et donc, puisque le couloir était trop étroit, et donc ce sont 2 policiers qui m'ont conduit à l'extérieur du local et m'ont plaqué contre les volets du bâtiment, donc le 21 avenue Paul de Jard. Là, j'étais comme les images de RTL Télévision et de la RTBF Télévision le montre au journal télévisé du jeudi 4 au soir. J'ai été donc brutalisé, menotté, embarqué dans une voiture de police et conduit au commissariat de, je crois que c'est le 134 avenue Antoine Bréard à Saint-Gilles. Là, sur place, on m'a demandé mes papiers d'identité, j'ai demandé les raisons de ma mise au frais, si je puis dire, et l'inspecteur, ou en tout cas le policier qui était là, m'a dit « Vous le savez très bien ». J'ai dit « Mais je voudrais connaître la raison ». Il m'a dit « Non, vous le savez très bien, c'est que vous avez dû faire un scandale ». J'ai dit « Je n'ai pas fait de scandale, je souhaitais être présent ». J'ai demandé à avoir un procès-verbal de ce qui s'était, raison pour laquelle j'étais là. On m'a dit « Pour une arrestation administrative, il n'y a pas de procès-verbal ». Donc je n'ai connu ni le motif et je n'ai pas donc de traces écrites de ce qui s'est passé. Donc j'ai été en arrestation administrative pour une partie de la nuit et je ne peux même pas faire valoir un quelconque document écrit puisqu'on n'en a pas donné. J'ai demandé une photocopie, ça n'a pas été possible. À ce moment-là, le policier m'a dit qu'il allait envoyer immédiatement un fax à la bourgmestre de Saint-Gilles que je connais personnellement. J'ai donc été mis au cachot. On m'a donné un matelas, une couverture, et on m'a dit que vraisemblablement je serais libéré vers 7 heures du matin. Finalement, j'ai été libéré plus tôt dans la nuit, après quelques heures, je dirais, de mise en cellule. Et j'ai demandé pourquoi on me libérait et pas le co-détenu qui se trouvait dans une cellule en face et qui avait été pris une demi-heure plus tard pour un motif similaire, mais lui apparemment il s'était débattu, il était arrivé dans sa cellule le visage tuméfié. Les policiers, quand il est arrivé, lui ont dit « T'es belge toi ?» Il a répondu « Vous voyez bien que je ne suis pas africain ». Le policier lui a alors dit « T'es mongol alors ?» Et par dérision, mon co-détenu dans la cellule en face a dit « Je suis tatar ». Et le policier lui a dit à ce moment-là « Espèce de fils de pute ». Et donc, quand j'ai été libéré, le policier, j'ai demandé donc pour la raison de ma libération, il m'a dit que « Vous êtes calme ». J'ai toujours été calme, j'ai jamais rouspété dans ma cellule, quoi que ce soit, je savais très bien que ça servait à rien. Et de toute façon, c'était pas mon intention de faire un scandale dans le commissariat. Tandis que l'autre co-détenu, apparemment, est resté le reste de la nuit, j'imagine. Je suis revenu une demi-heure plus tard pour demander ce qui se passait pour lui avec son ami, et il était toujours là, on a quand même pu le voir, hein, mais lui il est resté sur place. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis lors, j'ai ses coordonnées, mais je n'ai pas eu l'occasion, comme je suis assez émotionné, j'ai dû donner des tas de coups de fil et je n'ai pas encore repris contact avec lui. Voilà, donc ça c'était donc comme commissariat. Le lendemain matin, après avoir libéré, donc j'avais mis à la sortie du commissariat, j'ai déposé donc une lettre dans la boîte aux lettres de la bourgmestre qui habite dans la rue perpendiculaire à celle où j'habite ici, pour lui expliquer que j'étais quand même très étonné et montrer mon indignation par le fait que j'étais resté comme ça en cellule alors qu'elle était censée savoir que j'y étais. D'autant plus qu'un conseiller communal avait été présent à toute la scène, qui lui avait téléphoné, qu'elle n'a d'ailleurs pas nié, elle a reconnu qu'elle avait eu 2 coups de téléphone, mais qu'on ne lui avait pas dit mon nom. Il n'empêche que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, les événements ne sont pas acceptables, quoi qu'il en soit. Voilà, donc elle m'a expliqué à ce moment-là que le bourgmestre, depuis la réforme des polices, n'a plus d'autorité sur la police une fois que l'ordre est donné d'évacuer les lieux, et qu'elle n'était plus responsable de la suite des événements, puisque maintenant il y a des zones de police qui ne dépendent plus directement du bourgmestre. Le lendemain matin, je suis retourné sur les lieux, puisque je savais que les sans-papiers étaient retournés donc dans leur local initial. Sur place, j'ai vu qu'il y avait un cordon de policiers, donc je n'ai pas pu rentrer dans le local, puisqu'on allait procéder à une nouvelle évacuation, toujours sur base du même prétexte, la tuberculose. Un certificat de bonne santé avait été donné par les médecins de l'hôpital Saint-Pierre après avoir examiné les différents grévistes, et c'est ce qui explique que 2 heures après avoir été évacués, ils étaient de nouveau sur les lieux, ils étaient revenus en taxi. Donc on voulait de nouveau les réévacuer, alors qu'il y avait eu entre-temps un certificat médical qui prouvait qu'ils étaient dans un état normal. Donc ces policiers pouvaient avoir accès à ces documents.
Donc il y avait un certificat, les sans-papiers avaient un certificat prouvant qu'ils étaient en bonne santé. Donc l'argument de tuberculose à ce moment-là ne tenait plus, puisque des experts avaient donc vérifié leur état de santé. Sur place, je vois des télévisions de la VRT et de la RTBF Télévision cette fois. Je demande à être interviewé par la journaliste Sabine Brelet. Elle m'interroge, je suis filmé, j'explique dans quel cadre je suis là, pour des raisons humanitaires. On me dit que mon interview passera au JT de 12h55 à la RTBF Télévision, ainsi qu'au JT 19h30, donc le jeudi 4 mai, puisque c'était le lendemain des événements. Le soir, je vois la télévision, aucune des interviews, radio de la veille et télévision du jour même ne passe. En revanche, d'autres personnes qui étaient présentes lors de l'interview, des interviews qui avaient eu lieu dans les minutes précédant mon interview, elles sont passées. Entre autres, une personne qui se présente comme sœur Véronique, que j'ai croisée pendant 3 semaines, qui est une très brave personne, sans aucun doute, qui a vraiment compati au problème des sans-papiers, mais qui est témoin de Jéhovah, et qui, pendant 3 semaines, a essayé d'abord de les évangéliser au protestantisme alors qu'ils sont tous musulmans, et puis par la suite se rendant compte que c'était pas dans cette voie-là qu'il fallait suivre, est resté là. C'est une personne très, très aimable et très généreuse, et est restée là pour les aider moralement. Donc elle est passée, d'autres personnes sont passées dans ce reportage qui est quand même assez long. Ce sont uniquement des personnes qui estimaient qu'il fallait effectivement évacuer les lieux. Moi, je n'ai pas pris de position dans l'interview que j'ai donnée quant à l'évacuation des lieux, mais j'ai expliqué que j'étais là pour des raisons humanitaires. Ce qui est étonnant, je trouve, c'est que le reportage, qui est quand même assez long, à la télévision, présente une série de personnes qui sont censées être là pour aider, pour s'intéresser aux sans-papiers. Je crois que ce sont les termes du journaliste. Moi, j'étais là aussi et on ne m'a pas repris. Je ne sais pas pourquoi. Donc je ne veux pas faire de procès d'intention à la journaliste, mais je m'interroge quand même sur le fonctionnement des médias. D'autre part, j'ai observé qu'il y avait une manipulation consciente ou inconsciente, je n'en sais rien, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais dans la chronologie des séquences qui sont passées à la télévision, on voit d'abord les sans-papiers qui sont embarqués par la police afin d'être mis dans des ambulances, et moi je passe après comme étant quelqu'un qui se trouve dans une bagarre, qui veut faire un scandale et qui rouspète. Or, la chronologie n'est pas celle-là. Les rapports de cause à conséquence ne sont pas les mêmes, et ça introduit donc, d'après moi, des éléments qui atteignent à mon image morale. Je suis quand même professeur dans l'enseignement supérieur. Le lendemain, tous mes étudiants se sont demandé ce qui se passait. Je suis passé sur 2 chaînes de télévision, donc j'estime que j'ai quand même un certain droit à l'image, dans la mesure où mon image n'a pas été assortie d'un commentaire expliquant la raison de ma présence. Donc j'apparais comme un malfrat. Mon image apparaît après l'évacuation, alors que j'ai été embarqué avant, parce que ma présence était manifestement considérée comme gênante par les forces de police, et donc je n'ai rien vu d'évacuation des sans-papiers, puisque j'étais déjà menotté, embarqué au poste de police. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant quelle est la situation avec les sans-papiers, et aussi quelles impressions vous ont été laissées depuis au cours de ces événements? Les sans-papiers, je continue bien sûr à les voir, tous les jours ou un jour sur 2, en fait depuis les événements de mercredi. Ils ont été au lendemain de ces événements laissés à eux-mêmes, puisqu'ils n'avaient plus de logement. Ils sont donc sans abri depuis une semaine. Donc tous les jours se pose pour eux le problème de savoir où ils vont loger le soir même. Ils ont logé successivement au CASU, qui est le centre d'aide sociale urgente qui loge les sans-abri, donc souvent des clochards, des vagabonds. Ça se trouve rue du Petit Rempart, près de la chaussée de Mons, dans le centre de Bruxelles. Ils ont logé également à l'Union des progressistes juifs de Belgique, qui se trouve rue de la Victoire, donc la rue qui est perpendiculaire à celle où j'habite moi-même. Ils ont également été logés 2 jours à la campagne. On parlait de la situation actuelle des sans-papiers, qu'est-ce qu'ils font, où ils sont, Je ne les ai évidemment pas laissés tomber, donc je les suis,
par la trace, hein, mais enfin je les suis quand même, j'ai leur numéro de GSM et donc je leur téléphone de temps en temps pour savoir où ils se situent. Donc pendant la journée ils sont à Saint-Gilles, ils bougent, ils sont souvent sur le carré de l'Hôtel des Monnaies, donc c'est la place qui se trouve entre la rue Hôtel des Monnaies et la rue de la Victoire. Ils vont de temps en temps aussi à la maison médicale qui se trouve rue de la Victoire, ici en face, où le docteur Roland les suit quotidiennement. Le problème de leur logement, ils ont donc tous les jours, ils sont maintenant sans abri, ils doivent tous les jours retrouver un nouveau logement. Ils ont logé à 2 reprises au centre d'aide sociale urgente, le CASU, qui se trouve rue du Petit Rempart à Mille-Bruxelles. Ils ont également logé à l'Union des progressistes juifs de Belgique, qui se trouve rue de la Victoire à Saint-Gilles. Ils ont été également 2 jours à la campagne, si j'ai bien compris, c'est près de Namur, sauf erreur de ma part, hein, où la sœur Véronique les a logés également. Donc pour ce soir, je ne sais pas du tout où ils vont pouvoir dormir. Ce que je trouve un petit peu fou, et ça c'est un commentaire tout à fait personnel, c'est qu'on les a évacués sous prétexte de tuberculose. Or, il y a des certificats médicaux qui prouvent qu'il n'en est rien. Il n'y a pas de cas de tuberculose. Ils ont réintégré leur lieu le lendemain sur base du même prétexte, alors qu'ils avaient un document des médecins de l'hôpital Saint-Pierre. Sauf erreur de ma part, je crois bien que c'est l'hôpital Saint-Pierre. Je ne voudrais pas faire d'erreurs factuelles. Ensuite, on les a lâchés dans la nature maintenant. Donc, alors je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui socialement et sur le plan humanitaire est acceptable. Donc moi je trouve personnellement, je m'exprime à titre personnel ici et pas au nom d'une organisation quelle qu'elle soit, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Derrière tout ça, beaucoup d'hypocrisie, et moi je pense, mais je crois que tout le monde fera le même type d'analyse, c'est qu'il s'agissait d'un chancre social qui se trouvait à proximité de la maison communale, en plein cœur de Saint-Gilles. Dans quelques mois, il y a des élections communales, et je crois qu'il ne fallait pas que laisser pourrir cette situation et risquer d'avoir dans les quelques jours qui suivaient un mort ou de graves problèmes, mais pas liés à la tuberculose, tout simplement parce que les grévistes auraient été de plus en plus affaiblis et dans leur volonté d'aller jusqu'au bout, ça aurait peut-être conduit à des situations dramatiques, mais pas liées au problème de la tuberculose, liées à l'affaiblissement de leur corps. Je crois qu'il fallait à tout prix casser leur mouvement, et je crois que c'est la vraie raison. Je crois que tout être sensé fera l'analyse de ce qui s'est passé comme ça. Comme vous dites, vous êtes professeur d'histoire, en fait, vous nous avez montré vos ouvrages et tout ça. C'est en fait l'intérêt que les sans-papiers ont eu au cours et tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres activités aussi dans le local Mais justement pas. C'est bien pour ça que je trouvais qu'à côté d'une aide médicale et d'une aide juridique qui est arrivée tardivement, mais il y a eu quand même un avocat qui est venu, ils étaient tout à fait laissés à eux-mêmes pendant la journée. Il se fait qu'il y avait des personnes présentes qui, à mes yeux, n'exerçaient peut-être pas toujours l'influence qu'il aurait fallu. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils étaient manipulés. Hein. Je n'irai pas jusque-là, parce que ce serait les infantiliser, et les sans-papiers que j'ai rencontrés sont intelligents, ils ont un niveau d'études qui est faible, bien souvent, mais ce ne sont pas des idiots. Et donc, ils savaient très bien faire la part des choses entre leur volonté à eux, et leur désir, et le discours que différentes personnes soutenaient autour d'eux. Certains, effectivement, ne les poussaient pas, mais en tout cas les entretenaient dans un combat jusqu'au boutiste. D'autres, au contraire, disaient qu'il fallait tout de suite arrêter. Moi, je m'en suis tenu dans une stricte position de neutralité par rapport à leur volonté de mener au bout leur grève de la faim. Je n'étais pas là en tant que professeur de morale. Moi, j'étais là en tant que professeur d'histoire et en tant qu'être humain. Et donc, moi, je leur ai donné des cours d'histoire. Pourquoi ? Parce que, à leur demande tout d'abord, et parce que je trouve qu'il fallait également un accompagnement intellectuel, parce que quand on est laissé à soi-même dans un milieu confiné pendant 3 semaines, je trouve qu'il faut que le cerveau continue à fonctionner et à avoir un regard sur la société, ne pas être coupé du monde. Donc j'ai essayé d'être un petit peu le cordon ombilical entre le monde et ce local qui avait des relents mortifères, il faut bien le dire. Et vous nous avez parlé de la grève de la faim, et à chaque fois que vous parlez des grévistes, c'est des grévistes de la faim en fait qu'on parle. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation? Comment est-ce que les autres autour de vous avaient vécu cette situation de la grève de la faim?
Mais douloureusement, parce que ce n'est jamais agréable de voir des êtres humains qui souffrent, quelles que soient les conditions dans lesquelles ça se passe. Que ce soit une grève de la faim ou que ce soit la suite de blessures, la suite d'une opération. Donc c'est toujours douloureux. Donc moi je l'ai mal vécu. Au début, je savais que je ne devais pas avoir trop d'inquiétude parce que le médecin nous avait dit que les 15 premiers jours, il ne pouvait rien se passer, sinon un affaiblissement des corps. Mais plus la grève de la faim avançait, donc à la 3e et à la 4e semaine, là il est évident qu'il était souhaitable qu'un dénouement rapide se produise. Et un dénouement dans le bon sens, c'est-à-dire espérer que les autorités prennent des mesures rapides de régularisation, sur lesquelles on ne se faisait pas trop d'illusions, mais enfin, quelque part, il faut se dire que la grève de la faim a été décidée par ces sans-papiers, parce que depuis plusieurs années, ils résident en Belgique, et ils avaient tenté toutes les démarches possibles légales. Donc, ils avaient déjà fait toute la procédure, et donc c'était leur dernier recours. Donc, il ne s'agissait pas de les pousser à la grève de la faim, mais il ne s'agissait pas non plus de leur dire d'arrêter. Je suis libre penseur, et j'estime que chaque être humain est libre de disposer de sa conscience et il ne fallait pas les influencer dans un sens ou dans l'autre. J'ai dit que je les soutenais moralement. Je n'ai pas dit que je les poussais à mourir, ce qui aurait été criminel de ma part. Donc il n'était pas question de les pousser à continuer la grève de la faim, mais je n'ai en aucun cas cherché à l'arrêter non plus. J'ai dit que je les soutenais et que de mon côté, j'essayais d'informer le maximum de gens sur ce qui était en train de se passer à ce moment-là. C'est la première fois que vous rentrez en contact avec des mouvements de sans-papiers. Tout à fait. Et des choses comme ça. Qu'est-ce que vous sentez que ça a changé, en fait, pour vous? Mais pour moi, ça m'a fait prendre conscience concrètement, pas intellectuellement, parce que je m'intéresse à ce genre de phénomènes sociaux, parce que je crois d'abord que le meilleur moyen de comprendre le fonctionnement d'une société, c'est de l'aborder par ses marges. Et donc je crois que les phénomènes dits marginaux sont au contraire les révélateurs du fonctionnement de notre société. Dans le passé, j'ai comme ça donné des cours bénévoles en prison pour un de mes élèves qui est incarcéré pour des vols de voiture. Il m'est arrivé également d'aider des prostituées. Il m'est arrivé également de donner des cours d'alphabétisation. Voilà. Donc moi, et je l'ai toujours fait à titre individuel. C'était pas dans le cadre d'associations, c'était des prises de position personnelles parce que le désarroi de l'être humain ne me laisse pas indifférent. Et donc, en ce qui concerne le problème des sans-papiers, je crois que c'est révélateur du fonctionnement de notre société. Quelque part, c'est un problème quand même essentiel. On ferme nos frontières de manière hermétique. La procédure à suivre est plus qu'un parcours du combattant, parce que pratiquement, vu la multiplicité des démarches, etc., mais on finit toujours par être arrêté à un moment donné dans la procédure. Alors je ne dis pas que le problème doit être résolu de manière démagogique et d'une manière tiers-mondiste facile. Moi-même, je suis plutôt porté pour l'ouverture, mais je reconnais que pour les politiques, le problème n'est pas évident. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que moi j'ai vécu concrètement, ça m'a permis de faire prendre conscience de par la relation de l'histoire de chacun de ces Algériens et de ces Mauritaniens, quand même de la gravité de ce qui se passe dans d'autres parties du monde. Plusieurs d'entre eux étaient vraiment là pour des raisons politiques et pas seulement pour des raisons économiques. Certains d'entre eux avaient eu plusieurs membres de leur famille qui avaient été tués pendant la décennie précédente en Algérie. Et moi je crois qu'on ne peut pas laisser les choses aller dans ce cadre-là. Comment est-ce que vous avez vécu ce qui vivait et les conséquences pour vous maintenant? En ce qui me concerne personnellement, les événements se sont produits maintenant il y a juste une semaine. Je les ai vécus douloureusement. Pas tant sur le plan physique, parce qu'effectivement j'ai eu mal et il m'en reste un petit quelque chose à mon épaule, mais c'est vraiment pas ça le problème. Mais surtout sur le plan psychologique et intellectuel. Psychologique tout d'abord, parce que je crois que notre cerveau est fait de neurones de réactions chimiques et électriques avant d'être une machine pensante. Et donc sur le plan émotionnel, j'ai été perturbé. Je peux le dire, commotionné. J'imagine que ça doit faire partie d'un processus psychologique normal. Le lendemain, j'étais révolté, mais au plus profond de moi-même, parce que j'avais vécu. Pas seulement parce qu'on avait touché l'intégrité de ma personne, mais aussi parce que intellectuellement, ça bouleversait, même si je n'ai pas
énormément d'illusions quant à cela, ma vision du fonctionnement de la démocratie belge. Par la suite, dans les jours qui ont suivi, après le sentiment de révolte, c'était un sentiment de dépression. Donc je me sens dans un état plutôt dépressif depuis une semaine et je ne me sens pas bien du tout et je dois dire que mes idées sont souvent confuses. J'ai des difficultés, non pas pour m'exprimer oralement, mais pour écrire ou pour m'atteler à des tâches quelles qu'elles soient. Je ne parviens pas, je suis obsédé depuis une semaine par ce qui s'est passé, véritablement obsédé. D'autre part, je ne compte pas en rester là et donc je suis heureux de votre présence ici pour diffuser ces informations. Et dommage collatéral, comme on dit en jargon militaire depuis la guerre du Golfe, donc depuis 1991, ma maman qui a vu les images au journal télévisé, bien qu'étant prévenue de ce qui s'était passé la veille, justement pour qu'elle n'ait pas de surprise, je l'avais mise au courant, après avoir vu ces images, a eu un malaise cardiaque et depuis une semaine, elle est à l'hôpital. Seconde interview que j'ai donnée à Virginie Debauche pour la Confédération des organisations de jeunesse en septembre 2006. Question de Virginie Debauche. Quels sont vos investissements en faveur des sans-papiers? J'ai hébergé plusieurs sans-papiers. Il faut savoir que l'article 79 du Code pénal prévoit l'emprisonnement de ceux qui logent des personnes en situation illégale. Cet article est rarement appliqué dans la mesure où il s'agit de raisons humanitaires. Au mois d'avril, à la demande des sans-papiers, j'ai donné des cours d'histoire à titre bénévole afin de les informer sur l'organisation sociale, le paysage institutionnel et la culture de notre pays. J'ai également sollicité la loge maçonnique à laquelle j'appartiens pour avoir son soutien moral et financier en faveur des sans-papiers de Saint-Gilles qui faisaient la grève de la faim pour la régularisation de leur situation. Question de Virginie Debauche. En mai de cette année, on assiste à une évacuation de sans-papiers algériens de leur local d'hébergement pour des motifs sanitaires. Vous qui étiez lors de cette intervention aux premières loges, quelle est votre version des faits? Réponse. Il y a les raisons officielles qui ont été avancées à la presse et les raisons officieuses. La bourgmestre en fonction s'est exprimée auprès des médias en expliquant qu'il y avait des cas de tuberculose avérés chez les sans-papiers, d'où les raisons de leur évacuation. La raison officieuse que j'ai énoncée et qui a été dénoncée par la commune était que le lieu d'hébergement se trouvait à une 50aine de mètres de la maison communale et que cela paraissait comme une sorte de chancre sociale à quelques mois des élections. Cela ne faisait pas très propre. Les bénévoles, dont moi-même, présents sur les lieux, pendant les 3 premières semaines qui ont précédé l'évacuation, n'ont jamais dû faire de test pour détection d'éventuels cas de tuberculose, ce qui me semble être un élément probant. Après l'évacuation des sans-papiers, les grévistes de la faim ont été envoyés dans 2 hôpitaux bruxellois. À Molière, ils ont reçu un certificat selon lequel leur état physique était normal. À Saint-Pierre, tous ont également été libérés dans l'heure. Pour moi, ce sont des éléments suffisants pour pencher du côté de la raison officieuse. Question. Au cours de cette évacuation, vous avez été arrêté, menotté et emmené au commissariat. Que vous reprochait-on? Réponse. On m'a reproché d'avoir demandé aux policiers d'être présents au moment de l'évacuation. Le commissaire de police m'a prié de sortir du bâtiment, mais j'ai refusé, car les sans-papiers qui me connaissaient depuis 3 semaines avaient confiance en moi et voulaient que je reste à leur côté. J'ai donc été évacué de force, brutalement, plaqué contre les volets de l'immeuble, menotté et embarqué pour quelques heures au commissariat de Saint-Gilles. Mon souhait d'être témoin était d'autant plus justifié qu'après mon arrestation, les sans-papiers ont effectivement été matraqués. Il y a des attestations médicales qui prouvent les séquelles de leur arrestation.
Il faut ajouter à cela la très faible condition physique de chacun suite aux 28 jours de grève de la faim.